Un matin, une famille ordinaire se réveille et tout semble déjà l'accuser. Comme si en vous réveillant, vous apercevez que vos réseaux sociaux, votre boîte mail, votre téléphone sont tous piratés en même temps. Et le pirate envoie à vos collègues de boulot, à vos amis, à vos connaissances et à la police des insultes, des photos atroces, des menaces, des mails, tout pour vous faire passer pour quelqu'un de dangereux, immoral et pervers. Vous avez beau changer de mot de passe et désactiver vos comptes, dès le lendemain, tout recommence encore. Chaque jour, quelqu'un s'acharne à vous détruire et vous avez beau dire que vous êtes innocent, personne ne vous croit vraiment, car toutes les preuves vous accusent. Voici l'histoire de Barry Hardoff et de la famille Kotelnik, une des histoires les plus choquantes et marquantes concernant le piratage entre voisins. L'affaire Barry Hardoff. L'histoire se déroule à Blaine, dans le Minnesota, en 2008. Barry Hardoff vit dans un quartier résidentiel calme, une petite banlieue américaine classique à la Desperate Housewives. Puis, une nouvelle famille emménage juste à côté, Matt et Bethany Kotelnik. Et au départ, tout semble normal. Les rapports entre voisins sont cordiaux, Barry donne l'image d'un homme banal, presque sympathique. Mais très vite, un incident entre voisins va tout faire basculer. Matt Kotelnik apprend que Barry aurait joué avec son fils de 4 ans dans le jardin et l'aurait embrassé sur la bouche. Choqué, Matt intervient immédiatement et recadre sévèrement Barry. L'affaire est également signalée à la police locale. Barry Hardoff est entendu par les policiers. Pendant de longues heures, il va expliquer que c'est un malentendu, que le fils des Kotelnik a tout simplement menti, que ça n'est jamais arrivé. Et il va s'en sortir plutôt à très bon compte puisque la police locale va le relâcher. Et c'est là réellement que l'histoire va commencer. Barry n'accepte pas d'avoir été dénoncé. Il n'oublie pas et surtout, il ne pardonne pas. Et au lieu de passer à autre chose, il observe ses voisins, étudie leurs habitudes et va mettre en place un plan destiné à les détruire. En avril 2008, Matt Kotelnik se rend à son travail comme d'habitude. Mais quelque chose ne va pas. Les regards ont changé, il y a des collègues qui chuchotent quand Matt rentre dans une pièce, d'autres qui l'évitent, certains même quittent la pièce dans laquelle il est rentré. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'atmosphère est devenue lourde, hostile, presque irréelle. Puis, un collègue lui montre plusieurs mails envoyés en son nom. Et là, tout s'effondre. Certains messages sont odieux, contiennent du contenu explicite. D'autres évoquent des accusations extrêmement graves. Matt n'y comprend rien, il affirme que ce n'est pas lui. Mais autour de lui, la méfiance s'installe. Il rentre chez lui, il parle à sa femme. Et là, en fait, il se rend compte que l'histoire ne s'arrête clairement pas au bureau. Bethany a elle aussi reçu des messages insultants. En fouillant ensemble, ils découvrent qu'un faux compte MySpace a été créé au nom de Matt. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, MySpace, c'est tout simplement l'ancêtre de Facebook. Et ce compte MySpace publie depuis plusieurs jours des messages profondément compromettants et inquiétants. Et les Kotelnik comprennent pas ce qui leur arrive. Leur identité est en train d'être dérobée, leur nom est devenu toxique, et rien ne permet de déterminer ce qui se passe. Le lendemain, Matt est convoqué par son patron. L'affaire commence à salir l'image du cabinet d'avocats dans lequel il travaille. Matt répète la même chose. Ce n'est pas moi. Cette fois-ci, son patron accepte de lui laisser le bénéfice du doute. Et le cabinet de Matt est plutôt sympa puisqu'ils vont engager des experts en informatique pour essayer de trouver l'origine de ces images et essayer de disculper leur employé. Malheureusement, le résultat de cette enquête ne va pas du tout aider Matt. Les messages proviennent bien de la connexion internet de la famille. Les comptes créés semblent authentiques. Les traces informatiques remontent jusqu'au domicile des Kotelnik. Tout désigne Matt Kotelnik. Et à partir de là, la situation devient catastrophique. Matt reçoit un préavis de licenciement. Sa réputation est en train de s'effondrer. Son travail vacille, sa vie privée aussi. Et au moment où la famille Kotelnik pense être vraiment au plus bas possible dans leur histoire, ça va aller encore plus loin puisque le FBI va venir sonner à leur porte. Il lui explique qu'un mail de menace visant le vice-président américain de l'époque, Joe Biden, a été envoyé depuis son ordinateur. Le mail comporte les éléments suivants. Ceci est une menace terroriste. Prenez cela au sérieux. Je déteste la façon dont vous dépensez l'argent que vous n'avez pas. Je m'autoproclame juge, juré et bourreau. Je jure devant vous que je vais vous tuer. Signé Matt Kotelnik. Cette fois, l'affaire dépasse complètement le cadre du voisinage. Matt est interrogé par le FBI. Et il maintient encore et toujours la même version. Ce n'est pas moi. Une enquête fédérale est ouverte et elle va durer plusieurs semaines pendant lesquelles la famille Kotelnik va devoir faire face à de nouveaux mails. Il y en a de plus en plus, de nouveaux faux comptes sont créés, des nouvelles images sont envoyées aux collègues de Matt, à sa famille, à ses voisins.
Et pendant que l'enquête du FBI se déroule, Matt va devoir tout simplement faire bonne figure auprès de ses collègues au boulot, auprès de ses amis. Enfin, c'est un véritable cauchemar. Heureusement, l'enquête va aboutir à quelque chose de plutôt intéressant. L'enquête confirme d'abord ce que les experts du cabinet d'avocats de Matt avaient déjà trouvé. Tout remonte vers la maison des Kotelnik. Les mails, les faux profils, les connexions, tout. Mais un détail finit par attirer l'attention du FBI. Un appareil inconnu semble se connecter au routeur de la famille. Avec l'accord des Kotelnik, les enquêteurs installent alors un système de capture réseau pour surveiller le trafic qui passe par leur connexion Internet. Petit à petit, les données s'accumulent, les pistes se croisent, les connexions apparaissent de plus en plus claires et elles proviennent toutes d'une personne, du voisin, Barry Hardolph. Le 21 juillet 2009, le FBI perquisitionne le domicile de Barry Hardolph et ce qu'ils vont découvrir est juste hallucinant. Ils trouvent plusieurs ordinateurs, des disques durs externes, des logiciels, des manuels de piratage, le texte des mails envoyés, des notes sur les identifiants créés au nom des victimes, des preuves montrant l'accès au routeur des voisins, et ils trouvent aussi des éléments suggérant que d'autres actions de harcèlement étaient encore prévues par Barry Hardolph. Sous son lit, les enquêteurs découvrent une réserve de courrier, le courrier des Kotelnik, qu'ils volaient dans leur boîte aux lettres depuis des mois, et qu'ils gardaient. Enfin, les enquêteurs vont trouver une dernière chose. Un dernier détail qui glace le sang. Ce n'était pas la première fois que Barry Hardolph ruinait la réputation d'une famille américaine. En fouillant sa maison, les enquêteurs découvrent qu'il avait déjà mené une attaque similaire contre une autre famille à Brooklyn Park. Car cette famille avait garé par erreur leur véhicule devant chez lui, sans son autorisation. Hardolph avait donc réussi à ruiner la réputation de cette famille. Et il avait soigneusement conservé les traces de son piratage comme des reliques. Et les enquêteurs découvrent que contrairement aux Kotelnik, il avait pu déménager sans que personne ne se rende jamais compte qu'il était responsable d'avoir ruiné la réputation d'une famille américaine. Tout raconte la même chose. Depuis le jour où la famille Kotelnik avait dénoncé à la police Barry Hardolph, il a monté une opération de vengeance absolument démentielle. Il planifiait, il archivait, il documentait, il préparait la suite. Pendant que les Kotelnik s'enfonçaient dans la peur, lui avançait froidement, étape par étape. Pendant près d'1 an, il a consacré son temps à une seule obsession, détruire ses voisins. En 2010, Barry Hardolph va tout simplement être inculpé par la justice américaine. Et au départ, lors de son procès, il va plaider non coupable. Il va tout simplement dire que lui aussi avait été victime d'un piratage de son routeur Wi-Fi et qu'il n'était absolument pour rien dans l'histoire des Kotelnik. Sauf que vu l'avalanche de preuves à son encontre, il va tout simplement faire machine arrière sur les conseils de son avocat et va plaider coupable. En juillet 2011, la sentence tombe, 18 ans de prison. Le dossier est accablant. Accès non autorisé à un ordinateur protégé, usurpation d'identité aggravée, menaces contre le vice-président des États-Unis et infractions liées aux images qu'il a utilisées dans sa campagne de harcèlement contre les Kotelnik. Cette fois-ci, le cauchemar est terminé pour la famille Kotelnik. Ils peuvent enfin respirer, tout est fini, Barry Hardolph va être condamné et sous les verrous. Matt va être réintégré dans son travail, la famille Kotelnik va avoir son nom qui va être intégralement blanchi, il va y avoir pas mal d'articles de presse sur cette histoire à l'époque, et ça va leur permettre de pouvoir rebondir et avancer un petit peu dans leur vie qui a été pendant 1 an pas mal chahutée. L'affaire Barry Hardolph est l'une des histoires de piratage entre voisins les plus terrifiantes qui existent. Parce que cette affaire ne fait pas allusion à un piratage d'une personne anonyme, de quelqu'un loin qu'un pirate attaque pour récupérer de l'argent ou des informations, de manière froide et méthodique. Ici, le responsable était émotionnellement impliqué, et pendant qu'une famille sombrait dans le cauchemar, il était là, à quelques mètres, à savourer et à observer les dégâts qu'il causait, à se délecter de la chute de ses victimes, peut-être même en les observant directement depuis sa fenêtre. Le cauchemar ne venait pas d'Internet cette fois-ci. Il habitait juste à côté. Le dossier Babyphone. Toujours dans le contexte de Mon voisin a détruit ma vie, voici 2 autres histoires particulièrement glaçantes, le Babyphone et l'histoire Google Nest. L'histoire se déroule aux États-Unis, à Chicago, en 2019. Comme beaucoup de familles, Harun Sud, sa femme et leur bébé vivent dans une maison moderne équipée d'objets connectés. Harun Sud est un passionné d'informatique et d'électronique et sa maison est bourrée d'objets connectés. Des caméras intérieures, un thermostat intelligent, un système d'alarme dernier cri, un système pensé pour sécuriser le foyer, pour se sentir protégé. Tout semble normal, tout semble sous contrôle. Sauf qu'un soir, Harun s'approche de la chambre de son fils de 7 mois
et il entend une voix. Une voix d'homme, claire, distincte, qui parle à son fils. Sur le moment, il ne comprend pas, il pense à un bug ou une interférence. Mais en redescendant, la voix revient et elle est désormais dans le salon. Elle sort d'une caméra Google Nest installée à l'intérieur de la maison. Et c'est là que le vrai cauchemar commence, puisque c'est pas juste le babyphone dans la chambre de son fils de 7 mois qui a été piraté, mais c'est l'intégralité de la maison qui commence à répondre à quelqu'un d'autre. L'intrus comprend qu'il a été entendu par Haroun et commence à hausser la voix. Il provoque, il insulte, il met de la musique à fond dans la maison via les enceintes connectées, il augmente le thermostat de la maison jusqu'à 35 degrés pendant des heures, il ferme les stores de la maison, puis les réouvre et les referme, il pirate même et bloque la serrure connectée de la porte d'entrée pour bloquer la famille à l'intérieur de la maison. Dans la panique, Haroun coupe l'électricité, prend sa femme et son fils et s'enfuit de la maison. Il se rend directement avec eux au commissariat local. Les policiers vont les écouter et vont leur proposer de les accompagner pour revenir avec eux dans la maison. Accompagné des policiers, Haroun rentre chez lui, remet le courant, le réseau se réinitialise, puis plus rien. Plus aucune voix, plus de musique, plus rien. Le pirate semble avoir disparu. La police va enquêter et trouver les traces d'une connexion suspecte. Malheureusement, ils n'arriveront pas à remonter jusqu'à l'adresse du hacker, qui avait bien effacé ses traces. Haroun va enlever tous les objets connectés de sa maison et l'histoire semble classée. Plus aucun incident du même style aura lieu à l'avenir. Le cauchemar n'aura duré le temps d'une nuit. Sauf que quelques mois plus tard, une affaire similaire va laisser penser que le hacker a recommencé. En août 2020, à Houston, Mark et Lauren Gilbert ont raconté avoir entendu un homme parler à leur fille à travers le babyphone connecté. Plusieurs médias américains, dont ABC News et CBS News, ont relayé leurs témoignages. Chez les Gilbert, la caméra fait partie du quotidien. Comme dans des milliers de foyers, elle représente une forme de tranquillité pour surveiller leur fille de 2 ans. Puis, une nuit, une voix d'homme surgit dans la chambre. Mark l'entend, Lauren aussi. La voix sort directement du babyphone placé près du lit de leur fille. Il se précipite dans la chambre et plus il s'approche, plus la scène devient horrible. L'homme lançait des insultes et des propos déplacés dans la chambre de leur fille de 2 ans. Quand les parents sont entrés dans la pièce, il a également commencé à leur parler. À cet instant, les Gilbert vont vite comprendre qu'un inconnu a piraté leur réseau. Il l'entend, voit ce qui se passe et surtout, il veut leur faire comprendre qu'il est bien là. Le détail le plus troublant, c'est qu'il appelle la petite par son prénom, Allison. Des reportages locaux ont indiqué que Mark Gilbert pensait que l'intrus avait vu le prénom Allison dans la pièce avant de l'utiliser. Et le piratage devient concret en fait, puisqu'un pirate voit ce qui se passe dans la chambre, il voit le prénom de la petite Allison, et il veut faire comprendre qu'il voit et qu'il entend ce qui se passe dans la pièce, et c'est là qu'on voit que le pirate veut clairement terroriser la famille Gilbert. Le babyphone, installé pour protéger, devient l'outil même de l'intrusion. Mark et Lauren Gilbert vont se rendre à la police pour expliquer ce qu'ils viennent de vivre, et la police locale va inspecter le réseau internet de la famille. Cette fois-ci, le hacker a pris moins de précautions, puisque les policiers réussissent à remonter jusqu'à son adresse. Et il n'habite pas très loin, à seulement quelques pâtés de maison. Sauf qu'en se rendant sur place, il découvre un appartement vide. Tout a été nettoyé, vidé, les factures d'électricité, de loyer et d'internet ont toutes été payées sous un faux nom. Le hacker s'est volatilisé et personne ne comprendra pourquoi il a terrorisé une famille entière et pourquoi il passait son temps à parler à la petite. Les enquêteurs soupçonnent que le pirate souhaitait capter les flux vidéo d'une chambre d'enfant, pour sans doute revendre les images sur le dark web, ou pour sa collection personnelle. Les Gilbert finiront par déménager, hantés par l'idée qu'un inconnu a pu observer la chambre de leur fille, qu'il a vu les murs, les objets, les détails les plus intimes de leur quotidien, qu'il est resté assez longtemps pour entendre et voir le prénom de leur fille. L'affaire du babyphone et du Google Nest révèle à elle seule l'une des faces les plus inquiétantes des objets connectés. Ces appareils conçus pour rassurer et protéger peuvent aussi devenir des portes d'entrée, des failles capables de permettre à un inconnu de voir, d'écouter et parfois même d'enregistrer la vie privée de millions de personnes. Depuis ces incidents, la sécurité des objets connectés a été renforcée et les fabricants ont multiplié les efforts pour mieux les protéger. Mais le risque, lui, n'a toujours pas disparu. Donc s'il fallait retenir une seule chose de ces histoires, c'est que la vie privée se protège. Avec des mots de passe solides, changés régulièrement, avec de la vigilance sur les appareils que l'on achète et installe chez soi, avec la conscience que tout objet connecté peut devenir une porte dérobée. Au risque sinon, un jour, d'entendre, dans votre maison et dans votre salon, une voix inconnue.